même si le Cameroun a été colonisé par l'Occident, nous ne devons pas avoir ce complexe vis-à-vis de l'Occident. Nous ne devons pas croire qu'à cause de la peau blanche, il faut avoir peur, il faut trembler, tout ce qui vient du blanc est meilleur. Et je pense que nous avons eu gain de cause, malgré les difficultés que nous avons connues, malgré toute la calomnie. Ça a été un moment très très difficile, vraiment difficile. Comme vous savez, le CEJAC est l'initiative de Martin Luther et moi. Nous avons travaillé pour bâtir le CEJAC, pour construire le CEJAC, pour construire l'immeuble siège du CEJAC, qui a été inauguré par la Première Dame et qui a attiré l'attention de plusieurs Camerounais, de plusieurs personnes. Et à un moment, notre principal bailleur de fonds, qui venait de la Hollande, a estimé que Martin Luther et moi avons élevé le CEJAC à une dimension beaucoup plus élevée que nos capacités. La dame qui était responsable de cette organisation, que j'ai appelée Fondation Flamme dans mon livre, a estimé que notre niveau scolaire ne nous permettait plus de diriger le CEJAC. Moi en particulier, elle estimait que je n'avais pas fait l'université, je n'avais pas une licence. Je n'étais pas capable, je n'étais plus capable de diriger une organisation comme celle. Et parce que au sein du personnel, il y avait des personnes titulaires de licence que j'avais formées, elle estimait qu'il était temps de passer la main à ces personnes. Et donc, elle a fait un premier voyage au Cameroun. Et au cours d'une rencontre qui a eu lieu à mon bureau, elle a fait cette déclaration et je cite: « Je suis au milieu de vous, représentant de la Fondation Flamme. J'ai des propositions à vous faire. Et si vous refusez nos propositions, nous fermons le robinet et vous ne recevez plus rien de nous. » Oh là là! Le lever de bouclier auquel elle a fait face était tel qu'elle ne se l'était jamais imaginé. Les collaborateurs ont réagi. Je me souviens que Guy Mérimée lui a dit: « Mais madame, avant que nous ne vous connaissions, nous marchions à pied, nous faisions des kilomètres à pied pour venir au CEJAC. Et si vous fermez votre robinet, nous sommes prêts à poursuivre notre marche à pied. » Et plusieurs ont réagi dans le même sens. Alors on pensait qu'elle mettrait un terme à cette façon de faire. Elle est rentrée en Hollande. Elle nous a accusés de tous les maux et a décidé de collaborer avec un cabinet d'expertise sur place pour procéder à ce qu'on a appelé la restructuration du CEJAC. On a donc décidé, à sa demande, de procéder à une restructuration du CEJAC. Il fallait relire les statuts et nommer une nouvelle équipe dirigeante du CEJAC. Et pour nous, on ne voyait vraiment pas venir le danger. On savait que bon, pour toute organisation, c'est toujours bien à un moment de faire le toilettage des textes. Et donc, on a travaillé, on a préparé cette assemblée générale du CEJAC qui devait adopter de nouveaux textes et mettre en place une équipe dirigeante. Et une nouvelle équipe dirigeante ne signifiait pas que Martin et moi étions écartés, du moins de notre point de vue. Et donc, les travaux ont commencé. Et nous nous sommes rendus compte que dans la salle, il y avait des gens qui ne tenaient pas le même langage que nous. À un moment, on a dû suspendre les travaux pour que les gens se concertent. Et c'est ainsi qu'une équipe a fait appel à moi pour me demander d'accepter de ne plus être directeur général du CEJAC et de prendre le poste très honorifique du président du conseil d'administration. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait pour qu'il y ait un changement brusque. Et je leur ai demandé: mais vous savez que nous sommes deux fondateurs du CEJAC, comment ça va se passer avec Martin Luther? Ils m'ont dit: non, si toi tu es d'accord, on sait que Martin, n'est-ce pas, ne sera pas contre cette initiative.
Et ils nous ont dit, voilà, on prendra des dispositions dans les statuts pour renforcer le pouvoir du président du conseil d'administration. Alors, pendant les travaux, nous sommes aperçus que rien n'était fait pour renforcer le pouvoir en question. Il semblait avoir un piège dans cette démarche qui était initiée par le partenaire, le principal bailleur de fonds du CEJAC, parce qu'il faut dire que cette fondation Flamme assurait les salaires de l'ensemble du personnel, finançait le fonctionnement du CEJAC, et c'était cette fondation qui se cachait derrière toute la manipulation qui se faisait. Alors ça a été très difficile, il y a eu des discussions âpres, et à un moment, on a adopté les nouveaux statuts et on n'a pas pu voter. On a voté la nouvelle équipe du conseil d'administration, mais pas la direction générale. Ce conseil d'administration était chargé de mettre en place une nouvelle direction générale et ça n'a pas été facile pour elle. Bref, Martin et moi avons continué à garder, à assurer la responsabilité de la direction générale du CEJAC. Et donc cette fondation, avec plusieurs qui étaient compris, se sont engagés dans une campagne d'intoxication. On saisit tous les partenaires du CEJAC sur le plan national et international. On saisit le ministère des Affaires sociales et vraiment plusieurs autres structures pour nous accuser de tous les maux. Alors le ministère des Affaires sociales a décidé de procéder à une espèce d'investigation au CEJAC pour comprendre ce qui se passait. Et d'ailleurs d'autres structures ont essayé de procéder de la même manière. Mais les gens étaient plutôt surpris de voir la qualité de la gestion du CEJAC. Les gens sont entrés vraiment de fond en comble, n'est-ce pas, dans le fonctionnement, la manière de manager le CEJAC. Et contrairement, n'est-ce pas, à ceux qui étaient attendus, nous avons plutôt reçu les félicitations du ministère des Affaires sociales et même d'autres organisations qui, sur le plan international, ont apprécié, n'est-ce pas, notre travail. Mais il faut le dire, on a tout de même laissé les plumes parce que certains partenaires qui nous faisaient confiance se sont retirés. D'abord, ce principal bailleur de fonds, instigateur de ce mouvement, a effectivement mis en exécution ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire qu'elle a fermé le robinet. Elle a mobilisé quelques-uns de nos collaborateurs pour aller créer des associations parallèles. Ils ont récupéré les antennes du CEJAC qu'ils ont transformées en associations. Donc ça a été un moment particulièrement difficile. Et Dieu, dans sa bonté, nous a de nouveau donné la victoire. C'était simplement une forme de colonisation, puisque c'est ce partenaire qui finançait le CEJAC, qui finançait le fonctionnement au CEJAC. Donc, il s'est dit que toutes sortes de propositions qui nous sont faites, nous ne pouvons qu'accepter parce que s'il cesse de nous financer, ce sera vraiment la mort du CEJAC. Et tout le monde savait que c'était la mort du CEJAC. Et pour aller plus loin, ce partenaire parfois m'appelait et me dit vous devez licencier tel personnel, son travail ne nous plaît pas. C'était son appréciation, mais ce n'était pas mon appréciation, moi, en tant que manager. On subissait de temps en temps ce genre de choses. Bon, je n'étais pas prêt, n'est-ce pas, je n'étais pas un béni, oui. Je croyais quand même que nous avions notre mot à dire sur une structure dont nous étions les fondateurs, une structure que nous avons élevée jusqu'à cette dimension. Alors, nous laisser totalement piétiner par des partenaires étrangers ne nous semblait pas sage. Donc, nous avons bien compris que même si le Cameroun a été colonisé par l'Occident, nous ne devons pas avoir ce complexe vis-à-vis de l'Occident. Nous ne devons pas croire qu'à cause de la peau blanche, il faut avoir peur, il faut trembler. Tout ce qui vient du blanc est meilleur. Et je pense que nous avons eu gain de cause, malgré les difficultés que nous avons connues, malgré toute la calomnie. Ça a été un moment très, très difficile, vraiment difficile. Les personnes qui ont quitté le CEJAC pour s'attacher à elle quelques années plus tard ont connu à peu près les mêmes problèmes. Et le CEJAC a, connu une bénédiction plus grande encore que celle que nous connaissions à l'époque. À l'époque, nous avions un seul immeuble de 3 niveaux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous en avons construit
2 autres, dont un de 4 niveaux et un autre de 5 niveaux, pour dire que le CEJAC n'a pas cessé de grandir malgré ce moment difficile. Nous étions... on aurait pu complètement perdre les pédales en se disant, voilà, s'ils ne nous financent plus, nous ne pouvons plus rien faire. Mais non, on a cru que Dieu est vivant, c'est lui qui nous tient la main, c'est lui qui nous conduit, et je crois que nous avions bien raison. Il y a plusieurs raisons qui m'ont donné envie de repartir à l'école. Dans la période de maladie dont je vous parlais tout à l'heure, j'étais malade et je sortais à peine d'hospitalisation. J'étais couché à la maison, donc je ne pouvais pas bouger. Il m'était interdit de me déplacer. Je devais rester couché pendant au moins 40 jours. Et pendant cette période-là, je n'avais pour meilleur compagnon que la radio. Et donc, pendant que j'écoutais la radio, j'ai entendu une personne non-voyante faire la déclaration selon laquelle on entend 2 aveugles parler dans les médias tous les jours. Ils disent qu'ils aident les aveugles. Pourtant, ils n'ont pour seul diplôme que leur acte de naissance. Et je savais bien qu'il s'agissait de Martin Luther et moi. Et j'ai reçu vraiment cela comme une flèche sur le cœur. J'aurais pu poursuivre mes études quand j'ai fini ma formation à Buea. À l'époque, c'était un peu difficile. Je me suis dit, je m'engage à travailler pour mieux aider les personnes non-voyantes. La deuxième raison, c'est que je formais des non-voyants qui présentaient des examens chaque année et qui revenaient me faire part des difficultés auxquelles ils faisaient face lors des examens. Et la troisième raison, c'est cette insulte que j'avais connue, n'est-ce pas, auprès de ce partenaire financier venant de la Hollande, que j'ai appelé la Fondation Flamme, qui estimait que parce que je n'avais pas fait de hautes études, je n'étais plus capable de diriger une association dont j'étais le fondateur et que j'avais conduit depuis plusieurs années, hissé à un niveau assez élevé, qui a même suscité la tension, tenez-vous bien, de la présidence de la République. Quand j'ai réuni tout cela, je me suis dit, je pense qu'il faudrait que je reparte à l'école. Et j'ai donc décidé en 2015 de présenter l'examen du BEPC. Alors, j'ai fait le dossier comme tout le monde. Et quand je suis allé présenter l'examen, avec la grande réputation que je jouis déjà grâce à la musique et grâce à mon travail d'encadreur de personnes non-voyantes, tout le monde savait que je partais superviser les examens. Alors, je suis allé, je me suis assis. J'avais certainement à mes côtés des gens qui avaient l'âge de mes propres enfants. Et pour moi, ce n'était pas un problème. J'ai participé à l'examen comme tout le monde. Et à la fin, j'étais très heureux d'apprendre que j'avais réussi mon BEPC. Et par la suite, je me suis inscrit pour faire des études par correspondance qui m'ont permis d'obtenir l'équivalent du bac et ensuite une licence en management des projets. Et vous l'avez dit, au moment où je vous parle, je suis en master à ICT. Je poursuis des études. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller, mais au moment où je vous parle, j'ai bien envie d'aller le plus loin possible.